commencerons par présenter la fusion de peuples que constitue la création de la colonie du Dahomey Dépendance. Ensuite, nous aborderons la question du sacré au cœur de la vie de ces peuples pour finir par la diversité culturelle du Bénin. Nous abordons ainsi notre première partie, la fusion de peuples au passé différent. Nous commencerons par les grandes étapes de la naissance d'un nouvel État. Au lendemain de sa victoire sur les troupes du Dahomey, la France concrétise son projet impérialiste le 22 juin 1894 en créant la colonie du Dahomey Dépendance. La France met fin à l'existence de tous les royaumes et chefferies existants dans l'espace français en construction. À partir de ce moment, ces peuples, victimes de l'impérialisme français, commencent une nouvelle expérience de cohabitation, de vie ensemble, dans un nouveau cadre politique. Le 4 décembre 1958, la République du Dahomey succède à la colonie du Dahomey Dépendance. Le 1er août 1960, elle accède à l'indépendance. Mais, très vite, elle rentre dans l'instabilité des coups d'État. Le 30 novembre 1975, la République populaire du Bénin remplace la République du Dahomey. À la fin de la conférence nationale, le 28 février 1990, la République du Bénin devient le nom d'un État qui reprend le drapeau et les attributs de souveraineté des années 60. C'est sur cet espace que vit depuis la fin du 19e siècle une diversité de peuples. Nous allons maintenant présenter cette diversité que constitue le peuple béninois d'aujourd'hui. Le Bénin est occupé par des peuples venus d'horizons divers depuis au moins le 9e siècle pour les plus anciens. De l'océan Atlantique au fleuve Niger, ils forment de grands groupes socio-culturels. Nous commençons par les Adja. Les Adja sont présents dans tout le sud et le centre. Ils sont les auteurs des royaumes d'Alada, du Dahomey, de Hogbonou, de Sahé et de Savalou. Les Yoruba s'installent au sud-est, au centre et au nord-est. Ils créent les royaumes de Ketu, de Abeokuta, de Dassa Zoumé, de Savè. Les Baatombu occupent une grande partie du nord-est, la région de Kouandé dans le nord-ouest. Ils sont les auteurs des royaumes de Niki et de Kouandé. Les Dendi peuplent les régions de Malanville, Kandi, Djougou dans le nord. Les Beta Maribé, les Ani, les Yoa, les Goulmacheba s'installent dans le nord-ouest. Les Fulbé occupent de multiples zones dans le nord. Ces peuples mettent en place différents modes d'organisation et de gestion dans lesquels le sacré joue un rôle important. Ils partent des lignages, passent par des villages pour aboutir parfois au royaume. Pour étayer cette réalité, nous prenons l'exemple des fonds. J'aborde ainsi la deuxième partie qui est consacrée au sacré au cœur de la vie quotidienne des fonds. Je vais d'abord présenter ce sacré-là au cœur des lignages et ensuite des villages. Chez les fonds, le patrilignage est la cellule de la société. Il est connu sous le nom de accord. Le accord rassemble tous les descendants d'un même ancêtre. À sa mort, il est déifié et devient le vaudou protecteur de tous les enfants du lignage. Il est le Torio, ou l'ancêtre éponyme. Son culte, dont le chef du lignage est le prêtre, s'impose à tous les membres du lignage. Ainsi, à titre illustratif, Bossikon est le Torio des Ananou Dokono. Massé, celui des Ayato Gameno. Daha, celui des Agenu. Atissou, celui des Aïno. L'espace béninois, l'espace habité par le lignage est appelé Kwe, ou l'enclos parental. Sa mise en place est sacralisée par le rituel du Kwelili, qui est la deuxième dimension du sacré au niveau du lignage. La troisième est l'existence du Deho, la carte des poteaux rituels, qui marque la présence de tous les défunts de l'enclos parental. C'est devant le Deho que se déroule la grande prière annuelle du Dehiho. Dès la base de la société chez les fonds, le sacré est présent. C'est pourquoi le professeur Honorat Aguessi n'hésite pas à préciser que tous les membres des lignages étaient pénétrés
dans les moindres fribes de leur être et mus dans leurs activités par les rites. Dès que plusieurs patrilinéages entrent en relation pour la mise en valeur d'un espace plus vaste sur lequel ils vivent et qui couvre plusieurs quartiers, un village naît. Ce village est appelé chez les Fonto. Si chaque lignage réussit à sécuriser sur le plan spirituel son espace habité, grâce au culte du Tokyo, le reste du village demeure vulnérable. Pour les villageois, sa protection sur le plan spirituel s'impose. Il se dote alors d'un vaudon à cet effet, c'est le Tovaudon. Il est généralement érigé à l'entrée du village. Tout en protégeant tous les habitants du village, il contribue au maintien de la cohésion de tous les lignages qui acceptent le consensus de la vie ensemble. J'aborde ensuite la prise en charge des problèmes collectifs par le sacré. À partir du début du XVIIe siècle, les Fonds parviennent à créer un royaume, le Dahomey. La prise en charge des problèmes de santé publique, de sécheresse, d'indigence, de protection et de prospérité dépasse la compétence des chefs de lignage et de village. Il relève désormais de la compétence du roi. Ce dernier met tout en œuvre pour se doter de vaudons supralignagés pouvant être des solutions à des difficultés spécifiques. Les rois du Dahomey considèrent les vaudons étrangers comme des biens à préserver à tout prix lors de leur guerre de conquête. C'est pourquoi, repérés plus tôt par leur Agbadjik Beto, ils sont parmi les premiers biens rapatriés et mis en sécurité dans le Dahomey. Nous faisons ici le choix des vaudons que les Fonds partagent avec les Yoruba. Ils ont été des trophées de guerre pris à des royaumes Yoruba et inculturés dans le Dahomey, ce qui aboutit à leur changement de nom et des variations de certains aspects de culte. Le Fa ne fait son entrée dans le Dahomey qu'au début du XVIIIe siècle, sous le règne d'Agaja, grâce au Babalao Adeleye. Connu chez les Yoruba sous le nom de Ifa, il permet d'améliorer les relations des Dahomenou avec les Vaudons, puis de lire dans l'invincibilité et le futur. Le Vaudon Hebioso, le dieu de la foudre, de la pluie, de la justice. Sa dimension de pourvoyeuse de pluie est favorable à l'agriculture. La seconde, à travers la foudre et la justice, rappelle la puissance de feu qui jaillit du ciel pour détruire et punir les méchants. Dans le monde Yoruba, il est connu sous le nom de Tango, le Vaudon Sagbata, le dieu des maladies éruptives, de la peau et de la terre. Il est chargé de l'éradication de la variole, de toute autre maladie de la peau et des bonnes récoltes. Dans le monde Yoruba, il est connu sous le nom de Chankpana. Le Vaudon Segolissa ou Maolissa est un couple de dieux en charge de la fécondité, de la création et de la vie. Au début de la genèse des choses, il est considéré comme le géniteur des autres dieux. Il est connu chez les Yoruba sous le nom de Lissa et de Yalode à Oyo. Le Vaudon Clitor, consacré au culte des ancêtres et des défunts du lignage, est connu chez les Yoruba sous la dénomination de Egun. Le Vaudon Oro est l'un des rares qui garde son nom du monde Yoruba. Il est le dieu qui préserve l'environnement, protège l'espace placé sous sa juridiction des esprits maléfiques, garantit la sécurité. Contre les sorciers, il protège les enfants et toute la famille. À partir de cet exemple des fonds, nous nous apercevons que les religions endogènes sont une réalité des peuples qui vivent aujourd'hui au Bénin. Nous abordons maintenant la troisième partie de notre exposé qui est consacrée à la diversité culturelle du Bénin. Le Vaudon, une réalité des peuples Adja. Le Vaudon est le thème par lequel les peuples d'origine Adja désignent les religions endogènes. Chaque espace habité est placé sous la protection d'un Vaudon dont les grâces sont sollicitées à travers des cultes spécifiques. Aucun aspect de la vie n'échappe au Vaudon qui s'identifie à la vie. C'est pourquoi il se tient éloigné de tout ce qui a rapport à la mort. Ainsi, des rameaux de palmier à huile isolent les temples des Vaudons
se retrouvant dans l'espace endeuillé pendant le déroulement des obsèques. De même, lorsqu'il arrive qu'un vaudou-ci, un fidèle d'un vaudou meurt, un rituel spécial est organisé pour lui reprendre le vaudou qu'il a servi de son vivant avant son inhumation. Les vaudous, dans leur domaine spécifique, maintiennent la paix, l'harmonie entre les hommes et la nature. Les cultes n'interviennent que pour apaiser leur colère, rétablir des équilibres et améliorer des situations compromises. Les cultes aux différents vaudous ne se manifestent qu'à travers des prières, des libations, des sacrifices. Selon les spécificités de chaque vaudou, pour les libations, l'eau, les boissons sucrées et ou alcoolisées sont utilisées. Pour les offrandes, les vaudous reçoivent les noix de kola, ovi, aroé, de poivre de Guinée, atakou, l'huile de palme, la farine de certaines céréales comme le mil, le maïs, la poule, le coq, le poulet, le cabri, la chèvre, le mouton, le bœuf. Le vaudou reçoit les sacrifices sur son autel qui se trouve au cœur de son temple, au sein duquel un clergé se dévoue entièrement à son service. Certains vaudous ont des couvents qui rendent possible l'initiation de ceux et celles qui choisissent d'en devenir leurs fidèles, vaudou-ci. L'initiation permet de maîtriser la langue, les interdits, sous et les pratiques du vaudou dont on devient l'épouse dévouée et une toute donnée à son Dieu. Sa durée varie d'un couvent à un autre. Les grandes cérémonies qui se déroulent pendant la grande saison sèche sur un espace public, sato ou honukon, sont accompagnées par des chants, des rythmes, des danses dont la bonne maîtrise fait honneur aux vaudous concernés. Nous abordons ensuite la question qui concerne la complexité d'imposer un mot globalisant pour représenter les cultes endogènes dans l'espace du Bénin. Le mot vaudou rend compte de la pratique des religions endogènes chez les Adjars. Les autres peuples ne l'utilisent pas pour désigner des pratiques culturelles parfois identiques. Par exemple, le culte de l'ancêtre éponyme existe dans toutes les aires culturelles du Bénin. Des dieux supralignagés assurant la protection de villages ou permettant de trouver des solutions à des angoisses et attentes humaines existent partout sur le territoire national. Il serait donc plus juste de prendre à chaque peuple le mot par lequel il désigne lui-même les religions endogènes. L'essentiel est de pouvoir en expliquer le fonctionnement. Ni le mot vaudou des Adjars, l'orisha des Yoruba ne rendent pas compte d'une réalité qui concerne tous les groupes socio-culturels qui peuplent le Bénin. Nous proposons alors, pour la généralité, de conserver l'expression de religion endogène et de désigner par un mot ou expression spécifique par lequel chaque peuple nomme ses pratiques. Pour conclure notre intervention, nous dirons les pratiques du vaudou sont confondues parfois à des manifestations de la sorcellerie, à des déploiements magiques malveillants, nuisant à autrui, avec un cortège de malheurs pouvant aller jusqu'à la mort. Le vaudou ne se confond pas à la sorcellerie ou à la volonté de faire du mal. Le rôle premier du vaudou est la protection des hommes, de la nature et de la vie. Malgré le choc colonial de la fin du XIXe siècle, les religions endogènes continuent d'exister et leurs pratiques culturelles d'actualité. Voilà ce que je pourrais dire pour essayer de lancer le débat consacré pour cet atelier au sens et à l'enracinement des religions endogènes dans l'espace béninois. Je vous remercie.